Je vis d'abord le monde par un trou, rond comme un zéro. Cela s'appelle un œil de bœuf. Il s'agit de mon plus lointain souvenir. Je devais avoir 10 ou 12 mois, dans un berceau protégé par des voiles de tulle. Ma mère l'avait installé près du dit trou afin de faciliter ma respiration. Fils d'une servante et d'un ouvrier maçon, Jean Anglade voit le jour au pays des couteaux, dans la montagne thiernoise, à Escoutou, chez sa grand-mère, comme cela se fait très souvent à cette époque, 1915. À quelques jours, emmitouflé dans des linges, il arrive dans son foyer à Thiers. La Première Guerre mondiale fait rage, Jean, son père, sert dans les chasseurs alpins. Il grandit alors seul auprès de sa mère, mais lorsqu'une permission les réunit, une image bonheur se fige. À l'âge de 12 mois, me revoici bien planté sur un fauteuil de photographe, vêtu d'un petit paletot à 3 boutons, une médaille au cou, retenu par les longues mains de ma mère. Derrière moi, mon père en uniforme de chasseur alpin, les culottes bleu horizon, la veste bleu marine, solidement campé sur ses jambes un peu courtes, la main gauche sur l'épaule de Célestine. Elle, élégante et belle malgré sa robe sombre de prochaine veuve. Mardi le 26 septembre 1916. Ma bien chère femme et mon bien cher petit-fils, je fais réponse à votre lettre dans laquelle tu m'as envoyé celle de Monsieur Ducrot, qui m'ont bien fait plaisir de savoir que vous êtes toujours en bonne santé. Quant à moi, tout se passe bien pour le moment. D'ici quelques jours, je vous ferai une lettre. Tu embrasseras bien mon cher mignon fils pour moi. Je vais vous quitter, mes deux bien chers aimés, en vous embrassant des 1000 de fois sur votre joli cœur que j'aime et que je n'oublierai jamais de ma vie. Jean Anglade. Il sera tué par un obus près de Cléry dans la Somme le 27 septembre 1916. À Thiers, la vie continue malgré tout dans la maison rose où le petit Jean, orphelin, apprend à grandir au foyer maternel. Ce qui m'émeut, vous voyez, c'est cet escalier avec la porte que j'ai franchie tout à l'heure parce que je me dis, mon père et ma mère ont franchi cette porte de nombreuses fois. Il y a quelque chose dans l'air peut-être qui rappelle leurs souvenirs. J'ai un peu la même impression quand je passe dans le jardin Lecoq à Clermont. Il y a un reste du jardin de Bien-Assis avec une belle porte gothique sous laquelle Blaise Pascal est passé. Et chaque fois que je la franchis, je me dis, je passe sous des pierres qui ont peut-être gardé le souvenir de Blaise Pascal. Ces pierres ont peut-être gardé le souvenir de mon père et de ma mère. Et c'est à partir de ce lieu que Jean Anglade taille peu à peu son chemin littéraire, avec pour seul bagage son père carte postale dans une main et l'amour de sa mère dans l'autre. Bénis la terre qui l'a portée, les vents qui l'ont bercée, les sources où elle a bu. La voici très droite, dans son endimanchement, sa robe à fronce et son corsage blanc avec tour de cou. La chevelure haute et touffue, surmontée du chignon, le regard droit, sans arrogance. Le mot est un signe, c'est le signe qui doit traduire exactement la pensée. Et il faut, je cherche quelquefois, souvent, le mot qui traduira exactement ma pensée. C'est pas du premier coup que je le cherche. Il m'arrive de me lever la nuit. Oh, je dis voilà le mot que je cherchais. Puis je le note sur la table de nuit, puis le lendemain je l'exploite. Quel est le plus joli mot pour vous? Le plus joli mot, c'est aimer, bien sûr. C'est l'anagramme du prénom de ma femme, Marie. Aujourd'hui, il est difficile de résumer l'œuvre d'un homme qui écrit depuis plus d'un demi-siècle, qui écrit depuis le cours complémentaire, le Collège des Pauvres à Thiers, depuis l'école normale d'instituteur de Clermont-Ferrand qu'il fait, tout en poursuivant de façon autodidacte ses études pour devenir professeur de lettres, puis agrégé d'italien.
Quoi qu'il en soit, en 1952 paraît son premier ouvrage, Le chien du Seigneur, et en 1969, son premier roman auvergnat, Une pomme oubliée, qui sera d'ailleurs adapté pour la télévision en 1973. Ça pue déjà la saulerie, tiens. Tu diras bien, Rampou, hein? Je veux le travail sous mes yeux, hein? Sous mes yeux. Tiens, tu fais goûter, Rampou, sinon on va croire que tu brûles de l'empoison. Toutes mes histoires partent de quelque chose de vrai, que j'ai vécu, que j'ai vu, ou simplement que j'ai lu ou qu'on m'a raconté. Vous voyez, Une pomme oubliée, par exemple, l'histoire de cette femme toute seule dans son village, c'est l'histoire de ma chère tante Mathilde qui m'a quitté maintenant. Et il m'a suffi de regarder vivre cette tante pour remplir ces pages-là. Et j'ai fait de même pour tous mes romans. Je ne suis pas un inventeur de sujets. Je peux même dire que je n'ai aucune imagination dans ce domaine-là. Moi, je pars toujours d'une réalité concrète, donc je n'ai pas besoin de me comprimer l'imagination pour trouver du nouveau. En fait, vous racontez la vie. Je raconte la vie. C'est en hiver, aux premières heures du jour, quand pas un souffle ne s'y opposait, que nous jouissions du plus merveilleux des spectacles, la mer des nuages. Lorsqu'elle était complète, elle recouvrait à nos pieds toute la surface des plaines et des plateaux, jusqu'aux rives des montagnes lointaines. Seuls en émergeaient les sommets de nos volcans, la coupe ovale du Pariou, le bouchon du Puy Choupine, le dossier de l'Ouchadière, la calotte du Clierzou, la couronne de Côme, la fontanelle du Grand Suchet. Est-ce que vous êtes arrivé à être vous-même? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore si je suis arrivé complètement. Hein. Je ne sais pas. Ce que je cherche surtout, c'est pas tellement à m'analyser moi-même, c'est qu'on m'aime. Je cherche à me faire aimer, mais non pas pour le goût d'être aimé, mais pour me dire, j'ai fait du bien à cette personne. Souvent, on m'a dit, vous savez, il y a des chariots, on promène dans les hôpitaux, des chariots avec des livres qu'on propose aux malades, et vos livres figurent sur ces chariots très souvent, ils sont très demandés. Alors si je peux aider quelqu'un dans sa convalescence ou dans sa maladie, c'est le meilleur droit d'auteur que je touche. Aujourd'hui, le 87e ouvrage de Jean Anglade, Aux sources de mes jours, pour la première fois le raconte. Raconte d'où il vient, comment il a découvert sa terre natale après l'avoir longtemps ignorée, raconte les faits les plus marquants de sa longue existence, et puis décrit la vie au quotidien avec cette philosophie souriante qui est son essence même. Il est proche des gens, il est proche des personnages qu'il écrit, il les vit. Donc il est évident que le lecteur, quand il se retrouve dans les histoires qu'il nous propose, dans ses fictions, eh bien il retrouve la chaleur que Jean Anglade a en lui-même. Dans cette école où j'ai passé pratiquement toute ma scolarité primaire, où j'ai vécu d'abord comme élève, où je suis venu ensuite comme instituteur en sortant de l'école normale en 1934, eh bien, il n'y a plus rien. L'école centrale d'autrefois n'existe plus. Ah, c'est le noir. Ah, elle est vide. Ah, il reste tout de même un tableau noir. Oh, de la vraie craie, du calcaire scié qui blanchit les mains. Il y a longtemps que je n'ai plus écrit au tableau. Ici, j'ai été écolier dans les années 1925-1930. Et j'y suis revenu en 1934 comme maître d'école.
Aujourd'hui, j'y reviens comme un fantôme. Jean vient de faire un petit tour de tous vos souvenirs. Le regard que vous balayez sur la vie que vous avez eue, c'est quoi, en quelques mots? Ah, c'est une longue vie, j'en suis à ma 87e année, la 88e n'est pas loin. Et si je pèse le pour et le contre, j'ai eu beaucoup de bonheur, qui est venu de ma famille, bien sûr, de ma femme, qui est venu de Thiers aussi. Je remercie ces Thiernois, cette ville de Thiers, qui, dès ma petite enfance, m'ont appris à rire. Et je le tiens particulièrement de ma mère, mais je le tiens de tous les Thiernois qui m'ont appris la gaieté. Parce que c'était autrefois une ville où tout le monde chantait. Chantait non seulement quand on avait bu un petit coup, non seulement dans la famille quand on fêtait un anniversaire, mais on chantait en travaillant. Et je souhaite à tout le monde un chant quotidien, un chant de bonheur et d'amour. En fait, c'est ce que vous écrivez. C'est aussi ce que je me force de mettre, des chansons en prose. J'ai